né dans un petit pays, non loin de l'équateur. Je suis né dans un petit royaume, sans accès à la mer. Mais malgré qu'il soit petit, les gens y sont nombreux. Chez moi le temps est toujours beau, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, tout fleurit, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. J'étais petite, je gardais les troupeaux, et comme j'étais unique à la maison, je m'isolais souvent au pâturage, j'écoutais les chansons des oiseaux, et le vent soufflait, et la nature me souriait partout. Je contemplais l'univers, jonché de mystère, et que je vois les merveilles de l'époque où je vis. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné la vie, l'ouïe, le goût pour tous ces vies. Je pouvais voyager dans le monde entier, j'aurais de quoi critiquer, de quoi apprécier, et mes connaissances seraient élargies, et les masses soient jamais excuses. Bonjour, nous sommes en date du 11 avril, une date qui s'inscrit beaucoup dans le cadre de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, et aussi une date qui nous rappelle les atrocités et les bavures que l'ensemble des Rwandais ont subi par rapport à la guerre et au génocide qui a été commis par l'Ancien Régime en 1994. Avant juste de continuer, je voulais juste vous donner un message de bienvenue sur la radio ITME, une radio qui a été fondée pour donner ou permettre à l'ensemble des Rwandais, à la communauté rwandaise,
une certaine ou bien un certain espace politique pour pouvoir s'exprimer et dénoncer les bavures ou les injustices qui sont commises, des injustices commises contre les Rwandais, que ce soit au Rwanda ou à l'extérieur. Et donc, c'est une radio sur laquelle nous dénonçons plus précisément l'ensemble des actes perpétrés par le régime en place au Rwanda, dirigé par le FPR de Paul Kagame. Donc, on vous donne la bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, sur notre radio. Et aujourd'hui, nous sommes là pour lancer une alerte comme on le fait depuis longtemps, par rapport à des personnes, à des individus qui vivent au Rwanda ou aussi à l'extérieur, des individus qui sont souvent qui font face à la mort, qui font face à des injustices inhumaines, des injustices perpétrées clairement par le régime dictatorial du FPR. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons avoir trois invités, des invités avec lesquels on va discuter sur un enjeu. C'est l'enjeu justement de la justice, mais c'est aussi un enjeu qui est en lien avec le mythe du FPR et ce mythe. Studio, on entend des échos. Ok, je pense que c'est résolu. Donc, je disais qu'on allait discuter sur des enjeux qui sont en lien avec le mythe du FPR et ce mythe et le fait que le FPR se dit comme étant un mouvement qui a arrêté la perpétration du génocide contre les Tutsis. Et donc, on va voir ensemble, par rapport à ce mythe, qu'est-ce qui a été fait et comment les Rwandais vivent par rapport à cela. Sans plus tarder, j'aimerais je veux juste accueillir nos invités et puis leur demander juste de dire bonjour à nos auditeurs et auditrices. Et ensuite, nous allons commencer notre débat ou notre discussion en lien avec le sujet que j'ai mentionné. Sans plus tarder, j'aimerais savoir si nous sommes avec Yvette Muhire. Est-ce que Yvette nous entend? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Bonjour Achille, bonjour à tous les auditeurs également. Et merci de nous recevoir. Bonjour Yvette et bienvenue sur la radio ITM. Je vais continuer en demandant à Monsieur Ruhumuza s'il nous entend, s'il nous reçoit. Oui, bonjour Achille, je vous reçois à 100%. Je vous dis bonjour, je dis bonjour à tous les invités, je vous remercie de nous accueillir, je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio ITM. Merci pour ta présence, Ruhumuza. Et aussi, je vais demander à Madame Ariane Mukondene si elle nous reçoit. Oui, je vous reçois Achille, bonjour, et puis bonjour à Ruhumuza et Yvette. Et puis je dis bonjour aussi aux auditeurs et auditrices de Radio ITM qui nous écoutent présentement et qui nous écoutera plus tard. Merci. Bonjour Ariane. Donc merci à vous tous, à vous toutes et à toi Ruhumuza de participer à cette émission et de répondre à notre invitation. Et donc on ne va pas trop traîner par rapport aux introductions. Nous allons essayer de voir ensemble comment est-ce que le FPR se comporte en lien avec ou par rapport à ce mythe d'être le sauveur des Rwandais, des Tutsis, par rapport au génocide qui a été
commis contre les Tutsis en 1994. Nous allons aussi analyser l'attitude du FPR sous l'angle des droits de l'homme. Comme vous le savez, il y a quelques mois, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies avait dénoncé et avait mis au clair que le Rwanda avait régressé par rapport au respect des droits de l'homme. Et le gouvernement du Rwanda, à travers son ministre de la Justice, M. Johnson Busingye, avait répondu en disant qu'il reconnaissait les dénonciations ou bien qu'il reconnaissait le rapport qui avait été produit par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et qu'ils allaient faire en sorte de respecter ou de corriger la situation. Ensuite, nous allons aussi analyser l'attitude du FPR qui dirige le Rwanda sous l'angle du féminisme. Nous savons très bien que ce régime se vante d'avoir le plus haut taux de femmes à l'Assemblée nationale au monde. Et donc, nous allons analyser tous ces éléments dans le but de mettre clair le fonctionnement de ce régime, mais aussi dans le but de nous, en tant que Rwandais, de s'indigner par rapport aux bavures qu'il commet face à nos frères et à nos sœurs rwandais et rwandaises. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par Ariane Mukundene. Ariane, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous parles en tant que rescapé du génocide commis contre les Tutsis en 1994. Qu'est-ce que le FPR a fait pour les rescapés et surtout son attitude par rapport à Madame Adeline Rwigara, une dame qui est rescapée du génocide contre les Tutsis, une dame dont le conjoint a été assassiné par le FPR, une dame dont les moyens économiques ont été anéantis ou mis à terre par le FPR, par le gouvernement en place, une dame qui a fait la prison, qui a été emprisonnée avec ses enfants, une dame qui ne cesse, depuis qu'elle subit ces injustices, une dame qui ne cesse de clamer haut et fort que ce régime est un régime dictatorial, que les Rwandais ne méritent pas, et surtout qui n'a pas peur. Parce que, on le sait très bien, parler de la vérité, parler de la réalité au Rwanda, en étant au Rwanda, c'est très dangereux. On risque tout le temps de perdre la vie ou d'être mis en prison. Et même ceux qui sont à l'extérieur du Rwanda, à l'étranger, on a eu des cas où des gens ont été assassinés. On a des cas où aussi des gens sont tout le temps menacés. On va en parler aussi. Donc, Ariane, je te donne la parole pour que tu puisses nous illustrer par rapport à cette question. Oui, merci Achille pour cette question. J'aimerais juste préciser quelque chose, c'est que Ariane, c'est mon surnom, donc quand c'est pour des choses officielles, j'aime bien le préciser, sinon mon nom c'est Clarisse, et donc vous pouvez m'appeler comme vous voulez, je pense que tout le monde connaît mes deux noms, mais c'était juste pour cette précision. Avant que je commence... On va t'appeler Ariane, et de temps en temps, on va t'appeler aussi Clarisse. Oh, comme vous voulez, j'ai déjà connais les deux noms, donc il n'y a pas de problème. Oui, donc avant que je réponde à votre question, aujourd'hui c'est le 11 avril, et il y a eu des tueries à Tchitchikilo, à Nyanza, donc j'aimerais encore rendre hommage à toutes les personnes qui ont perdu, à toutes les personnes qui sont mortes, qui ont été tuées à Nyanza, de Tchitchikilo, et puis aussi de rassurer les victimes d'être à côté d'eux, qui ont perdu toute la famille dans ces événements. Donc, je voulais souligner ça parce qu'aujourd'hui, c'est une journée très pénible pour les rescapés du génocide qui ont perdu les leurs à Nyanza. Voilà. Donc je réponds à votre question. Oui, je suis une rescapée du génocide
Et vous m'avez demandé si le FPR qui dit qu'il est venu pour sauver les Tutsis, et donc pour le génocide, qui ont subi le génocide. Ce que je peux dire à propos de ça, le génocide a été consommé. Mais par contre, il y a des gens qui ont été sauvés par le FPR. Ça, il ne faut pas le nier parce que c'était sur 3 mois. Il y a des gens qui étaient cachés dans les plafonds, dans les bosquets, partout. Et il y a une partie de la population qui ont été sauvés. Donc, on ne peut pas nier toutes ces rescapés par le FPR. Mais il y a d'autres où ça n'a pas rapport avec le FPR. Donc, c'est pour ça que moi, je dirais en général, une personne qui a été sauvée par le FPR peut dire merci et c'est la vérité. Mais si on regarde le génocide en général, il a été consommé, il y a plus de 1 million de personnes qui ont été tuées. Et là, je ne dirais pas que c'est arrêté le génocide parce que le génocide a eu lieu. Qu'il arrête quand il y a très peu de personnes qui disons une centaine, oui, ça qu'il arrête. Pour ça, je ne dirais pas que le génocide a été arrêté, le génocide a été consommé. Et en plus, ça, je l'ai lu, donc ce n'est pas un secret. Le FPR avait annoncé aux Nations Unies le 30 avril que le génocide est fini, que toutes les personnes qui devaient mourir sont déjà mortes. Alors que, voilà, on est au mois d'avril, hein. Or, les régions du sud, à Boutaré, puis les Gitarama, toutes ces régions du sud et de l'ouest, on a tué les gens, la plupart des personnes ont été tuées au mois de mai et au mois de juin. Donc, le génocide n'était pas fini, mais le FPR avait annoncé que le 30, le génocide était fini. Donc, pour moi, ça, c'était pas arrêter le génocide, parce qu'au mois de mai et de juin, il y avait le génocide dans ces régions. Voilà. Donc, Ariane, oui. la parole, Ariane, par rapport à ce que tu viens de dire, que le FPR a mentionné que le génocide était déjà consommé, avait déjà eu lieu, qu'il n'y avait plus rien à sauver en date du 30 avril. Pourrais-tu plus éclairer nos auditrices et nos auditeurs par rapport à cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, ils l'ont dit à qui? Et quels ont été les enjeux? Sans pour autant te dérouter de l'analyse que tu allais nous présenter, mais j'aimerais juste que tu mettes un peu d'emphase sur cette date du 30 avril où le FPR a mentionné à voix haute que le génocide était déjà consommé, qu'il n'y avait plus rien à sauver. Oui, je pense que c'est quelque chose que j'ai lu dans les journaux et sur Internet. Hein. Je ne dirais pas qu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé, je l'ai lu. Je pense que c'est un communiqué. Donc, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, ils étaient en train de discuter s'ils devaient envoyer un autre contingenté de casques bleus pour aller sauver la population, donc les Tutsis. Et donc, il y avait une discussion au Conseil de sécurité et le FPR, je pense que c'était un monsieur qui s'appelait Saïdi, si je me rappelle bien, qui a dit aux Nations Unies que donc, si on envoie des militaires des Nations Unies au Rwanda, c'est considéré comme une déclaration de la guerre, donc, et qu'ils vont tirer sur toute personne qui viennent pour eux, parce que le génocide, il n'y a rien à sauver, il n'y a plus personne à sauver, parce que toutes les personnes qui devaient mourir sont déjà mortes. Je pense que c'est ça. Donc, s'il y a des personnes, peut-être que plus de précision peuvent rajouter, mais si je me rappelle bien, c'était justement à cause de ça, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des militaires du casque bleu qui viennent au Rwanda. Donc, Ariane, sans te couper la parole encore une fois, en date du 30 avril, le FPR demande aux Nations Unies ou à la Commission, à la communauté internationale ou au Conseil de sécurité des Nations Unies de ne pas intervenir au Rwanda pour aider les Rwandais à gérer cette crise, une crise qui, on le sait, était en train d'emporter des milliers de vies. Donc, le FPR mentionne clairement de ne pas intervenir en date du 30 avril. Et nous savons, comme tu viens de le dire, et puis moi-même, j'étais au Rwanda, et puis
j'ai été un témoin oculaire de ces bavures et puis j'ai été aussi une victime à un certain moment, même si je ne suis pas mort, j'ai pas perdu ma vie. Mais ce que tu veux dire, c'est que pour des intérêts quelconques, le FPR a clairement refusé que la communauté internationale intervienne au Rwanda. En tout cas, d'après ce que j'ai lu sur ce communiqué, donc qui est disponible sur Internet, donc tout le monde, je pense que tout le monde l'a vu après moi en plus, parce que moi je l'ai vu plus tard. C'est ça, j'ai disait que le 30 avril, il n'y avait plus personne à sauver. Je ne sais pas pour quels intérêts, ça j'ai aucune idée, je ne vais pas spéculer sur ça parce que je ne suis pas dans leur tête pour savoir ce qu'ils voulaient. Mais ce que je vous dis, c'est que le 30 avril, le génocide n'était pas fini parce que la majorité de ma famille qui habite dans le sud du pays ont été tués au mois de mai et au mois de juin. Puis il y a d'autres personnes qui peuvent le confirmer. D'ailleurs, je pense qu'au mois d'avril, c'est plus la population dans des grandes villes comme Kigali puis à l'est, mais la majorité des Rwandais, des rescapés du génocide ont été tués au mois de juin et de mai. C'est ce que je pense. Voilà. D'accord. Oui, sinon je peux continuer pour la question. Donc là, je vais définir sur cette question. Pour Madame Adeline, moi je vous dirais qu'une rescapée du génocide, moi je vous dirais que quand j'ai vu cette convocation de RIP, je n'en revenais pas parce que je me disais c'est un fake news. Puis après, j'ai su que c'était la vérité. Et Achille et les auditeurs et auditrices qui nous écoutent maintenant, vous savez que nous sommes dans la période de commémoration du génocide, le 7 avril, c'est là où ça a commencé, et Madame Adeline a reçu cette convocation le 8 avril. À ce moment-là, le monde entier est en train d'envoyer des messages de sympathie pour les rescapés du génocide. On en a reçu plein. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, c'est partout. Tous les Rwandais, Hutus, Tutsis, toi confondus, ont envoyé des messages de sympathie aux rescapés du génocide. Je n'en revenais pas qu'un organe de l'État, RIP, l'État qui est supposé supporter les rescapés, a envoyé une convocation à une rescapée du génocide le 8 avril, au moment où elle commençait à se rappeler et à entrer en communion avec les siens qui sont morts pendant le génocide. Et c'est d'autant plus choquant parce que je pense que vous avez tous entendu une communiqué de RIB, justement, qui donnait des avertissements à la population rwandaise en leur disant que ces moments sont très difficiles, qu'ils doivent absolument ne pas blesser les rescapés. Et puis, ils ont même mis les articles de la loi qui sont utilisés quand on a fait la loi par rapport à ne pas soutenir les rescapés durant ces moments difficiles. Mais maintenant, c'était RIB qui faisait, donc qui traumatisait une rescapée du génocide. Et là, je me pose la question, quand c'est RIB qui a fait la loi par rapport aux rescapés, où est-ce qu'on fait une plainte? Donc, pour moi, c'était ce qui demandait aux gens, ils l'ont fait. Donc, Madame Adeline, qui a perdu son mari, qui a été tué, dont son mari a été tué, qui a perdu un membre de sa famille. En plus, il y avait quelques jours, elle avait commémoré aussi la mort de son mari. Donc, pour moi, c'était comme une double dé dont elle était entrée là-dedans. On n'a même pas entendu les 100 jours parce que, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, ce n'est pas une faute qui peut convoquer quelqu'un. Ça, c'est permis selon la loi. Mais le moment choisi était très mauvais. Donc, pour moi, c'était très grave, c'était choquant. J'étais estomaquée par ça. Merci. Merci, Ariane, pour cette analyse et puis ce point de vue qui est tout à fait crédible par rapport aux événements qu'on observe au Rwanda et puis par rapport à la dictature que fait subir le FPR sur la population rwandaise dans son ensemble. Et puis parlant de Madame Adeline Rwigara, je pense que je l'ai mentionné au début, mais je veux juste le répéter pour que nos auditrices et puis nos auditeurs comprennent un peu
pourquoi on fait cette émission et puis pourquoi on parle d'elle. C'est une dame qui est rescapée effectivement du génocide contre les Tutsis. C'est une femme dont le conjoint était un homme d'affaires rwandais, un homme d'affaires qui a, on ne va pas le cacher, qui a vraiment aidé financièrement le FPR lorsque le FPR était en train de mener la lutte pour libérer le Rwanda ou pour changer le climat politique au Rwanda. C'est un homme qui s'est impliqué financièrement auprès de ce mouvement. Et on parle aussi de cette dame parce que à un certain moment, cet homme a été, il a été clairement assassiné par le régime en place, le régime qui l'a aidé à prendre le pouvoir. Il a été assassiné. Et après son assassinat, sa conjointe, donc Mme Madeleine Rwigara, ainsi que ses 2 filles, ont été emprisonnées pendant à peu près 1 an. Et après cela, ils ont été libérés. Mais depuis qu'ils ont été libérés, on constate qu'il y a une forme de cruauté mentale, il y a une forme de torture psychologique qui est faite contre cette dame et sa famille. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'elle. C'est une grande dame qui dit ce qu'elle pense, qui n'a pas peur et qui clairement au Rwanda en ce moment, qui ose dénoncer et mentionner l'ensemble des injustices que subissent les Rwandais. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Et Ariane, je te remercie encore. On va revenir encore, je vais te solliciter tout à l'heure, mais j'aimerais poser une question à Yvette Oumouguile qui est avec nous, qui est en Belgique, par rapport à le Rwanda se vante, puis le Rwanda se vante avec raison en partie d'avoir le plus haut taux de femmes à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire chez les chez les parlementaires. Et donc, ça veut dire qu'on devrait pouvoir observer certaines avancées et certaines améliorations par rapport aux droits de la femme et par rapport à la promotion du genre féminin. Yvette Oumouguile, par rapport à cela, et puis par rapport à l'espace qu'occupe la femme rwandaise dans ce pays, surtout dans l'espace politique, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs et puis nos auditrices? D'accord. Bonjour Achille, une fois de plus, et bonjour à tous les auditeurs de la radio ITN. Merci une fois encore pour l'invitation. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord me joindre aux rescapés du génocide contre les Tutsis dans leur douleur en cette période de commémoration. Je présente également ma solidarité à toutes les victimes endeuillées durant les 100 jours apocalyptiques dans lesquels nous sommes, comme l'a très bien rappelé Ariane. Alors, vous me demandez, par rapport au Rwanda, un pays qui, en effet, promouvoit des valeurs féministes, des valeurs panafricanistes. Pour moi, c'est une image de façade, mais si vous me permettez, avant de répondre à cette question, j'aimerais brièvement revenir peut-être sur... J'apprécie aussi beaucoup que cette émission soit faite en français, parce que ça permettra, je l'espère en tout cas, à la communauté internationale qui n'a pas souvent l'occasion d'assister à ce genre de discussion. En tout cas, ces discussions se passent et se passent beaucoup sur beaucoup de radios et beaucoup de chaînes YouTube en Kenya-Rwanda. Et ici, c'est une opportunité vraiment pour moi, vu que ça se passe en français, de vraiment interpeller la communauté internationale, de venir en aide à Mme Rwigara qui, comme vous l'avez dit, subit des menaces. À ce stade, c'est encore des menaces psychologiques, mais nul ne doute que, bien évidemment, comme on l'a vu pour beaucoup, ça commence d'abord par le harcèlement. Et puis, quand on ne cède pas au chantage, ça va beaucoup plus loin que ça.
Alors, ici, on le sait, Madame Guigala, donc suite, elle a été convoquée récemment suite aux propos qu'elle a tenus lors des commémorations. En tout cas, le RIB n'a pas communiqué la raison, mais on se doute, et Madame Guigala l'a aussi dit dans une interview récemment qu'elle a donnée, que c'est bien évidemment suite aux propos qu'elle a tenus lors de la commémoration de son mari, où elle dit clairement qu'elle a assisté à l'assassinat de son mari, qui a été assassiné devant ses yeux et devant les yeux de sa fille Anne Guigala en 2015. Suite à ça, elle a été jetée en prison, ce qu'on a tous pu voir, détenue dans des conditions invivables pour elle, pour ses deux filles. Et aujourd'hui encore, parce qu'elle refuse de se taire et de cacher les atrocités du gouvernement, parce que pour elle, donc le gouvernement veut nous faire croire, une fois de plus, que c'est un accident, comme on a déjà pu l'entendre par le passé pour d'autres, un accident, un suicide. Et à chaque fois, on invente des choses. Et donc ici, dans le cas de M. Assinapol Guigala, on nous fait croire que c'est un accident. Madame Guigala l'a rappelé, ce n'est pas un accident, c'est un assassinat. Et parce qu'elle refuse de se taire, aujourd'hui, elle est convocation à laquelle, évidemment, elle n'a pas répondu, bien heureusement, parce que, comme l'a rappelé Ariane, on est en période de commémoration du génocide, et c'est très grave, en fait, que ce soit même l'État qui l'appelle en cette période. Au lendemain, c'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Alors, vous m'avez demandé, le Rwanda, est-ce que c'est un pays féministe? Pour moi, non. Je pense que c'est une image et une stratégie politique qu'ils ont mis en place pour plaire à l'extérieur du pays. Et malheureusement, ce qui est regrettable dans notre pays, c'est que toutes ces stratégies politiques qu'on met pour se donner une belle image, pour plaire, c'est la population qui paye les pots cassés de tout ça. C'est comme cette image de panafricanisme qu'on n'arrête pas de nous chanter et de nous mettre en avant. Comment est-ce qu'on peut se dire panafricaniste et être le premier pays à piller son voisin? Tout ça, c'est des images. Et je vais peut-être terminer en donnant un exemple. On le sait récemment aussi, Madame Ida Mangé a été également arrêtée. Elle a été arrêtée en période de menstruation. Et durant cette période, elle s'est vue refuser les premiers soins nécessaires. Même pas des soins, elle s'est vue refuser des serviettes hygiéniques dans le but de l'humilier. Alors, moi, j'aimerais quand même interpeller aussi toutes ces femmes au gouvernement. 64%, c'est pas rien. C'est très beau, mais ça ne doit pas être que des chiffres. Moi, j'aimerais demander à ces dames de se lever. En Kinyarwanda, s'il y a une personne, en tout cas dans la culture rwandaise, s'il y a une personne qu'on respecte énormément, c'est Umubyeyi, une mère, un parent. Et ce qu'on inflige à ces femmes, ces mamans, ici, Madame Guigala, qui a quand même un certain âge, ce qu'on lui inflige, qu'on a infligé à ses filles, ce n'est pas acceptable. Alors, mesdames les ministres, vraiment, pour une fois, prenez votre courage à deux mains et osez, comme toutes ces femmes, comme Adeline, comme Ida Mangé et comme beaucoup de femmes, osez vous lever et vous indigner parce que ce n'est plus possible en fait, parce qu'on sent qu'il y a une tension énorme et que les femmes en ont gros sur le cœur dans ce pays. Et donc il est vraiment temps en tout cas qu'elles réagissent parce qu'elles sont une majorité et elles devraient pour moi faire vraiment quelque chose. Et donc je terminerai par là. Merci beaucoup Yvette. J'ai un autre élément sur lequel j'aimerais que tu nous partages ton avis ou ton analyse. Et puis Ariane aussi, je vais lui demander de nous donner son analyse par rapport à cela. Vous venez de mentionner Madame Damanier. Je rappelle que c'est une dame qui a démarré une chaîne YouTube pour dénoncer les injustices
que les Rwandais subissaient, et surtout des injustices qui ont été amplifiées par la crise sanitaire liée à la Covid. Et donc, dernièrement, nous avons entendu une dame qui est quand même haut placée, bien qu'il y ait un certain renom dans ce pays, Madame Yolande Mukagasana, qui a utilisé un mot en Kinyarwanda que j'essaie de traduire en français, mentionnant que si elle avait été en face, ou si elle avait pu avoir Madame Ida Mangé dans ses mains, elle l'aurait croqué. Il a utilisé le mot en Kinyarwanda, je ne me rappelle pas très bien le mot qu'il a utilisé, mais je pense que c'est le mot Goué Kenya qui veut dire clairement croquer. Et donc, et puis Madame Ida Mangé est une dame aussi rescapée du génocide qui a été commis contre les Tutsis, par rapport à cela, par rapport à l'attitude de certaines femmes. Puis je veux aussi rappeler que Madame la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, aussi avait eu des propos inhumains par rapport à l'assassinat de l'ancien chef des renseignements du gouvernement rwandais, colonel Patrick Karegeya, où on a vu ses posts, on a vu ses écrits sur Twitter, où il disait clairement aux enfants de ce monsieur que leur père était mort et qu'il est mort comme n'importe qui, et puis qu'il méritait d'ailleurs de mourir, et puis qu'il n'avait même pas le droit de pleurer. C'est une dame qui l'a mentionné aussi. Cette attitude des femmes, de certaines femmes, qui sont de connivence avec ce régime par rapport justement à cette stratégie politique de pouvoir, de vouloir ou bien de redorer leur image au sein de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'on peut en dire et puis quel est le message qu'on peut donner à ces dames? Je donne la parole à Yvette et après je poserai la même question à Ariane. Yvette, la parole est à toi. Alors, moi, je commencerai peut-être tout d'abord par rapport à Yolande Kagasana. Il y a un mot que le président Paul Kagame a l'habitude de dire, agachir, la valeur. Et quand une dame de son âge prononce des mots comme ça, non seulement envers une dame beaucoup plus jeune qu'elle, mais en plus une rescapée comme elle, pour moi, il y a aucune, je ne donne aucune valeur à ça parce que je trouve ça, c'est d'une bassesse. Voilà, je pense que c'est le mot qui me vient vraiment à l'esprit. C'est très très bas. C'est vraiment très bas. Et puis, pour revenir sur le cas de Louise Mushikiwabo, en tant que politicienne, qui a quand même un très beau parcours, qui est une femme intelligente. Ce que je regrette, c'est que son intelligence et son parcours qui devrait inspirer tellement, elle le met au service d'un État dictatorial comme ça. C'est tellement triste. Et j'aimerais juste lui dire aussi que quand on est une femme et qu'on va en politique, c'est aussi parce que on voudrait, je pense, et en tout cas, et je pense qu'elle le sait aussi, elle inspire énormément de jeunes filles rwandaises. Beaucoup de petites filles la regardent et sont inspirées. Et c'est dommage de tenir des discours comme ça, parce que faire la politique, c'est aussi accepter d'écouter les gens qui ne pensent pas comme nous. Il y a une expression qui dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire ». Et je comprends qu'elle peut avoir un avis totalement différent, mais mépriser les personnes qui ont un avis différent d'elle, les traiter d'ennemis du pays, c'est pas acceptable. Ça, c'est un mot aussi qu'on invente beaucoup au Rwanda. Dès qu'on n'est pas d'accord, on devient ennemi du pays. Non, on ne peut pas être ennemi de son propre pays. On n'est pas d'accord avec certaines pratiques du pays, mais ça ne veut pas dire qu'on est ennemi du pays ou qu'on est moins que rien dans son propre pays. Donc c'est vraiment c'est triste et c'est dommage pour les générations à venir de petites filles qui ont des modèles comme ça
au jour d'aujourd'hui. Voilà, merci. Merci Yvette pour ce partage de ton point de vue et puis de ton analyse qui est tout à fait crédible. Et je poserai la même question à Ariane. Ariane, qu'est-ce que tu en penses cette attitude de certaines femmes qui sont vraiment liées ou de connivence avec le gouvernement rwandais, mais qui participent à cette oppression qui est particulièrement perpétrée contre les femmes au Rwanda. Est-ce que je pourrais en dire moi, c'est quelque chose que j'ai observé, ça fait plusieurs années que j'observe ça. Et puis avant, je n'en revenais pas parce que j'ai vu l'érosion de la culture rwandaise, et on le voit tous les jours. Je vais le dire en général, parce que c'est vraiment généralisé. Il y a des discours de violence, et ces discours de violence, on les voit maintenant même parmi les grandes personnes. Moi, je me rappelle que quand on était des enfants, il y avait des mots qu'on ne devrait pas dire, et puis tu étais battu, tu étais puni, puni sévèrement parce que tu avais dit un gros mot. Mais j'ai remarqué que ces derniers temps, ce langage est répandu au Rwanda, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur, et c'est tout à fait assumé. Donc, je suis choquée, bien sûr, de ce langage, mais qu'est-ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est assumé. On a beau en parler ici, et on en a parlé, je me rappelle quand ministre Mchikiwabo a parlé de ça. Non, elle était normale, elle ne trouvait pas ça que c'était grave, et puis elle a expliqué, mais bien sûr, c'est quelqu'un qui est respectable, qui avait un poste qui était très important, en plus la diplomatie, donc c'est très important, mais c'était assumé. Donc, qu'est-ce que moi je peux en dire? On peut dire que c'est mauvais, c'est très mauvais, mais c'est assumé, et c'est ça qui me fait peur. Parce que moi, j'ai regardé, j'ai grandi au Rwanda et j'étais là entre 90 et 94. J'ai vu la violence, j'ai vu le langage, comment ça commence à être grave. Donc, et c'est ça d'ailleurs qui me fait peur maintenant, c'est que ce langage est violent où même les adultes en parlent sans vraiment, sans souci, puis assumer. C'est ça qui me fait peur. Pour ce qui est de Mme Kagasana, parce que je l'avais suivie aussi, et j'ai été choquée pour la première fois que je l'ai découvert, parce qu'en fait, moi, je ne la connaissais pas vraiment. C'était sur le cas de Kizito, qu'est-ce qu'elle avait dit à propos de la maman de Kizito, ça m'avait choquée. Mais dernièrement, j'ai entendu une de ses émissions YouTube, on lui a donné encore une interview, et puis elle disait que les Rwandais, on ne connaît pas le Kinyarwanda. Donc, j'avais utilisé Gwe Kenya pour dire croquer, donc ça veut dire je vais le mordre, Namuruma, le Kinyarwanda. Ce qui est vrai, c'est un langage rwandais, mais c'est un langage violent. Donc, dire qu'on va croquer à Madame Idamandé parce qu'elle a dit quelque chose qu'on n'aime pas, parce qu'on a dit qu'elle a minimisé le génocide d'après elle, et puis pour ça que tu vas la croquer, à l'âge de Mukagasana, je trouve que c'est grave. Mais en même temps, je le redis encore, c'est un langage qui est assumé et c'est grave. C'est grave. Donc, je ne sais pas, c'est toute la société rwandaise, en fait. Je pense que, si vous voulez, il faudra faire une autre émission sur ça, le langage maintenant qui est assumé par les Rwandais, parce que tu sais, moi, je regarde même qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les jeunes, maintenant, pourquoi ils ne le feront pas si les adultes le font? Donc, il y a un problème sociétal. Et puis, c'est la culture rwandaise qui est en train de s'éroder et c'est très grave. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci, Ariane, pour ton partage, qui est aussi tout à fait crédible. Je retiens de ton intervention et celle de Yvette que il y a des femmes au Rwanda qui parlent, qui sont de connivence avec le régime en place, mais qui ne sont absolument pas des modèles pour les nouvelles générations. Et donc, le message que moi je pourrais leur lancer, c'est de voir ou de faire une introspection
et de se poser la question à savoir quel est l'héritage qu'elles vont laisser aux Rwandais et aux futures générations rwandaises, si jamais elles le pensent, parce qu'il se pourrait aussi qu'elles ne le pensent pas et qu'elles ne nous écoutent pas ou bien qu'elles ignorent notre message. Mais c'est important de le mentionner parce que le Rwanda en ce moment vit, les Rwandais, la communauté rwandaise vit dans une situation qui est assez particulière, une situation dans laquelle on ne pourrait pas avoir peur de dire que il y a une bombe qui risque d'exploser à un certain moment parce que le régime en place a échoué dans ses responsabilités d'unifier la nation rwandaise et puis de lui offrir un projet de société viable, crédible et acceptable. Donc, sans plus tarder, je vais aussi interpeller notre cher Ruhumuza par rapport à la question des droits de l'homme. Pourquoi on pose cette question? C'est parce que il y a quelques mois, la Commission des Nations Unies, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a clairement mis au clair le fait que le Rwanda ou le régime rwandais, le gouvernement du Rwanda, dirigé par le FPR de Paul Kagame, ne respectait pas les principes des droits de l'homme. Et que d'ailleurs, sur cet aspect, il y avait eu une certaine régression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Au contraire, ça s'est empiré. Et puis, on ne peut pas le cacher, ça s'est vraiment empiré parce qu'on entend des gens qui sont détenus en prison, mais qui sont assassinés en prison. On entend dans les nouvelles qu'il y a des gens qui sont arrêtés par la police, mais qui sont assassinés avant même de faire face à la justice ou bien de faire face aux procédures judiciaires. Et donc, tout ça, ce sont des bavures, ce sont des actions qui ne respectent pas les principes des droits de l'homme, ni le principe du respect de la dignité humaine. Ruhumuza, par rapport aux droits de l'homme au Rwanda, par rapport aux droits de la femme, par rapport à Mme Adeline Rwigara, qu'est-ce que tu peux dire, surtout que M. Busingye Johnson, le ministre de la Justice, avait clairement, en réponse à ce rapport qui a été donné, avait mentionné que le Rwanda allait tenir compte des recommandations de cette commission et qu'ils allaient améliorer la situation. Depuis ce temps-là, que le ministre Busingye Johnson a mentionné qu'ils allaient améliorer la situation, qu'est-ce qui a été fait? Et puis, clairement, quelle est la situation de Mme Adeline Rwigara? Ruhumuza, la parole est à toi. Oui, merci beaucoup Achille pour cette question. Moi, ce que je peux peut-être répondre et d'abord ajouter avant toute chose, c'est que ce n'est pas qu'il y a 2 mois que les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme sur le Rwanda. D'ailleurs, il n'y a pas que les Nations Unies. Mais je pense que ça a commencé déjà dès juillet 94, en fait, dès la prise du pouvoir des FPR. Je pense qu'il y a eu beaucoup de graves préoccupations concernant les droits de l'homme au Rwanda. Alors il y a eu parfois, à partir de 94, 95, 96, 97, des personnes qui étaient assassinées, des personnes qui étaient emprisonnées sans procès, des personnes qui mouraient en détention, des personnes qui disparaissaient. Et à ce moment-là, les gens disaient voilà, que c'était peut-être normal dans un pays qui sortait d'une situation de guerre et de génocide. Il y avait une certaine tolérance de la communauté internationale. On disait peut-être qu'à la fin des années 90, début des années 2000, ça allait diminuer. Là, les rapports ont continué à s'enchaîner au début des années 2000 avec beaucoup de promesses. En 2010, de nouveau, c'était la même chose, de nouveau des problèmes préoccupants. Et la revue des droits de l'homme, en fait, c'était une revue qui a lieu, je pense de mémoire, environ tous les 5 ans. Et récemment, ce qu'ils ont fait, c'est simplement, ils ont de nouveau fait une revue et ils ont vu qu'en fait, tous ces problèmes de personnes qui disparaissent, qui sont assassinées, qui sont emprisonnées sans procès, c'est des problèmes qui datent depuis des années et des années. À chaque fois, la réponse est la même. On fait des promesses, on dit qu'on va améliorer parce que le Rwanda essaie de donner une bonne image. Et il n'y a rien qui est fait. Et au lieu que ça s'améliore, ça régresse. Je voudrais peut-être, juste pour montrer un peu la réalité humaine derrière, peut-être j'ai envie de donner l'exemple d'une des jeunes filles qui a été manifestée ici en Suisse. Je lui avais posé la question, on dit pourquoi tu as été manifestée en Suisse? Et elle me dit, moi j'ai été manifestée parce que mes parents, mon père il a disparu en 1998 au Rwanda, ma mère a été assassinée le lendemain, et moi j'y ai été parce que je me suis rendu mes parents 20 ans plus tôt. Donc on voit qu'il n'y a rien qui change. Et parfois j'ai l'impression que les Nations Unies, je me pose la question, si jamais
il ne parle pas des problèmes du Rwanda pour se donner bonne conscience, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois il y a des excuses, on fait des promesses, il n'y a absolument rien qui change, il n'y a aucune sanction qui est prise, on continue à soutenir le régime malgré ces violations qui continuent. Et donc personnellement, je n'ai pas beaucoup de foi en ces promesses, et je pense que peut-être l'une des raisons, c'est effectivement le manque de sanctions qui sont prises. Par exemple, ici, ce qui m'inquiète pour revenir au cas de Adeline Rwigara, c'est que la première fois, c'était il y a 2 ans, je pense, qu'on a été emprisonné pendant 1 an sans aucun motif valable. La rwandaise on a dit qu'il n'y avait vraiment aucune charge qui tenait la route, mais les personnes qui l'ont emprisonné, il n'y a jamais eu de poursuite. L'État n'a jamais été contraint à l'indemniser, à demander pardon, à être sanctionné si par exemple ces violations ont été violées. Et c'est comme si à chaque fois quand les droits de l'homme sont violés au Rwanda, au lieu qu'il y ait des sanctions contre ceux qui violent les droits de l'homme, on les comprend, on excuse, on avance comme si de rien n'était. Et donc aujourd'hui que sa vie soit à nouveau en danger, je comprends que le régime puisse se dire qu'il peut se le permettre, vu qu'il n'y a jamais aucune sanction. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très inquiet par rapport à ce nouvel épisode, par rapport à Adeline Rwigara. Et je crois que la raison, c'est vraiment parce que la communauté internationale ne fait rien. Et vraiment, ce qu'on demande, c'est vraiment qu'il y ait des mesures effectives, qu'on arrête de soutenir, qu'on comprenne. Il y a pas mal de régimes de sanctions proposés par les Nations Unies. Ces sanctions sont appliquées pour les autres pays, mais le Rwanda, on dirait un pays à part, on dirait un pays dans lequel le régime a un droit de vie ou de mort absolu et discrétionnaire pour ses citoyens. On peut emprisonner des gens, je pense à Kyuma par exemple, qui a été emprisonné pendant presque 1 an, tout simplement pour non-respect des mesures de confinement. Donc même la raison officielle montre que c'est un emprisonnement ridicule, mais on dirait que ce sont des citoyens qui n'ont aucun droit. Ça arrive dans d'autres pays, je suis d'accord, comme la Corée du Nord, comme l'Érythrée, mais au moins dans ces autres pays, il y a des condamnations internationales, il y a des sanctions, il y a des pressions. Mais au Rwanda, ça arrive, on fait simplement des promesses que ça va s'améliorer, et chaque année, ça ne fait que s'empirer et continuer au point que, comme vous avez pu voir, les Rwandais sont dans une situation où, alors que le Rwanda est présenté comme un paradis sur Terre par certains milieux, dans certains médias, les Rwandais, selon les derniers rapports des Nations Unies, sont parmi les populations les plus tristes la population qui est la plus triste au monde, devant à peine des pays faillis comme l'Afghanistan, le Zimbabwe, et même les Syriens ou les gens au Yémen qui sont dans une guerre depuis des années sont beaucoup plus heureux que les Rwandais, et ça devrait interpeller vraiment cette communauté internationale qui continue à soutenir les yeux fermés. Et peut-être pour terminer, je voudrais ajouter que ce n'est pas que les Nations Unies qui disent qu'il y a des problèmes des droits de l'homme, des violations des droits de l'homme au Rwanda. À chaque fois qu'il y a un rapport qui sort, le Rwanda est toujours parmi les pays les plus épinglés. Je pense récemment au rapport de Freedom House. On voyait que dans les pays les plus répressifs en dehors de leurs frontières, le Rwanda était le premier pays africain, peine derrière des pays comme la Chine ou la Russie. Je ne sais pas si vous imaginez la différence de moyens et de taille de pays comme la Russie, pour que le Rwanda puisse être comparé à ces pays en termes de répression. Je ne sais pas si vous imaginez les moyens considérables que l'État doit mettre dans la répression. C'est quasiment un pourcentage non négligeable du PIB qui, au lieu d'être utilisé pour le développement des zones rurales comme on en aurait besoin, semble plutôt être mis une énergie considérable vraiment dans la répression de toute voix dissidente, alors que ce n'est pas la solution, parce qu'au plus on réprime, au plus il y aura des voix qui vont s'exprimer, et au plus le régime réprime, et on a l'impression qu'on est dans un cercle vicieux qui semble sans fin, tant qu'il n'y a pas une prise de conscience qu'il faut changer de cap absolument. Merci beaucoup, Lou Mouza, pour ton analyse qui est assez crédible. Et là, je vais poser la question à chacun ou chacune de vous par rapport à un message qu'on peut donner à Madame Adeline Rwigara, que ce soit un message de soutien ou d'encouragement, mais aussi un message qu'on pourrait donner à la communauté rwandaise dans son ensemble, et un message qu'on peut donner au gouvernement rwandais, ou même si on sait que nos messages ne sont pas écoutés ou ne sont pas tenus en compte par ce régime, mais aussi un message qu'on pourrait donner à la communauté internationale. Donc, tu viens d'en parler, mais de façon explicite, essayons d'encourager cette dame, une grande dame que j'ai connue, que j'ai eu la chance de côtoyer et qui est très courageuse. Moi, vraiment, je souligne ce courage de pouvoir dénoncer des bavures dans une dictature féroce comme celle des FPR. Maintenant, nous sommes à l'étranger, nous ne sommes pas au Rwanda, donc nous jouissons quand même d'une certaine liberté qui nous permet de nous exprimer et puis de
de mentionner ou d'informer les Rwandais et la communauté internationale par rapport à ce que la communauté rwandaise vit au Rwanda en ce moment et aussi à l'extérieur. Donc, je vais demander à Yvette si elle a un message à donner à Mme Rwigara, si elle a quelque chose à souligner et si elle a un message à donner à ce régime dictatorial du FPR de Paul Kagame et aussi à la communauté internationale. Yvette, la parole est à toi. Merci Achille de me redonner la parole. Moi, je commencerai par un message de soutien pour Madame Rwigara, de vraiment lui dire de tenir bon, de continuer à crier haut et fort et surtout de continuer à réclamer justice pour son mari et de continuer à dénoncer les injustices qui lui sont faites, mais qui sont également faites à toute une grande partie de la population qui vit au Rwanda. Je salue son courage et je sais que c'est quelqu'un qui croit, qui est très croyante. Moi-même étant croyante, je la porte dans mes prières et qu'elle tienne bon et vraiment voilà, Dieu est avec elle. Et Dieu du côté de la vérité et de la justice. Et même si ça dure longtemps, je pense qu'elle finira par avoir justice. Un message pour la communauté internationale, je pense que Moussa l'a très bien dit, c'est vraiment d'arrêter de soutenir le gouvernement rwandais qui, depuis des années, n'arrête pas de tuer sa population, vraiment arrêter de soutenir. Et là, on n'en est même plus au stade où c'est juste la scène du Rwanda, mais on a également la population du Congo qui est aussi victime en fait de tout ça, et donc vraiment d'arrêter de soutenir. Et alors, pour finir, un message au gouvernement, j'en appelle, s'il y a encore une once d'humanité qui reste en eux, vraiment, j'en appelle à cette once d'humanité pour enfin écouter la population, parce qu'un gouvernement, il est là pour servir le peuple. Et donc vraiment, servez le peuple, Mukole l'Abanyarwanda, soyez au service de la population rwandaise. Voilà, merci. Merci Yvette pour ton message d'encouragement à Madame Adeline Rwigara et aussi à cet appel que tu fais au gouvernement rwandais de clairement changer de méthode de gouvernance pour permettre aux Rwandais de vivre en paix et de vivre surtout de façon digne. Merci beaucoup. Je vais aussi je vais poser la question à Ariane par rapport aux questions que je t'ai posées. Je demanderai à Ariane aussi d'intervenir. Ariane, la parole est à toi. Merci Achille, et puis je remercie Yvette qui vient de me précéder. Est-ce que je peux dire d'abord un mot pour Madame Rwigara Adeline, c'est que je l'embrasse très très fort. En tant que rescapée du génocide, je comprends parfaitement qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, même si je ne peux pas vraiment sentir qu'est-ce qu'elle ressent, parce qu'elle, c'est vraiment très très fort. Et puis ajouter aussi la mort de son mari. Donc je lui envoie mes sympathies, je l'aime beaucoup. Et puis je sais que c'est une croyante qui prie beaucoup, c'est là où elle puise sa force. Donc je lui envoie mes sympathies, bon courage, et puis en espérant que vraiment les gens vont comprendre et puis qu'ils vont la laisser tranquille, pour qu'elle puisse se rappeler en paix, avec un cœur tranquille, des siens qui sont morts pendant le génocide. Un mot que je peux dire à la communauté internationale, c'est vraiment, je sais que la communauté internationale en général, ils sont vraiment par les intérêts. Donc dans tous les pays, on le voit, c'est par intérêt.
Il y a beaucoup de gens comme toi, Achille, qui a étudié la politique et tu peux comprendre la géopolitique et comment ça fonctionne. Donc, pour moi, ce que je peux leur demander, c'est vraiment cette région des Grands Lacs, et plus particulièrement le Rwanda, a beaucoup souffert, a beaucoup vraiment souffert. Alors, il est grave qu'ils nous aident à mettre de l'ordre dans nos affaires. Et puis, parce que moi, je me dis que toutes ces guerres qu'on voit là-bas, que ce soit chez nous, avec tout ce qui se passe, c'est vraiment parce qu'ils ont inhumé là-dedans. Donc, c'est vraiment de nous aider et de ramener la paix parce que le Rwanda, on en a marre de la violence. Pour ce qui est de la communauté, du gouvernement rwandais, moi, je dis toujours, moi, je ne cherche pas le pouvoir, moi, je m'en fous qui est aux commandes du pays. Mais tout ce qu'on a besoin, c'est que les Rwandais, on ait la paix, parce que ça fait très, très, très longtemps, ça fait plus de 60 ans qu'il y a toujours du sang qui court sur le sol rwandais. Moi, je me dis que tout le Rwanda, en fait, est imbibé du sang de ses enfants. Si ce sang pouvait sortir de la terre du Rwanda, je pense que le Rwanda serait submergé par le sang de ses enfants parce qu'il y en a plein, c'est plein. Donc, si c'est possible que les injustices s'arrêtent, et quand je parle d'injustice, parce que des fois j'ai des discussions avec les gens qui disent, mais partout il y a des injustices. Mais oui, partout il y a des injustices. Mais des injustices qui sont faites par l'État, on n'en trouve pas beaucoup. L'État est supposé prendre des criminels, est supposé prendre des gens qui empêchent la paix à la population. Mais quand c'est l'État qui le fait, ça c'est grave. Et puis, quand je le dis, j'amène des faits. Je ne le dis pas parce que je n'aime pas l'État rwandais. Ça, c'est pas vrai. C'est pas que je n'aime pas l'État rwandais. Comme je vous dis, je m'en fous qui est à la tête du pays. Mais l'essentiel, c'est que la personne qui est à la tête du pays s'occupe de toute la population, de chaque personne. Tu sais, Achille, on dit que le Rwanda, ça c'est un dictat qui est au Rwanda, et puis c'est partout, même pour les gouvernements d'avant, on dit que l'État c'est un parent. L'État non oublié, l'État c'est un parent. Mais dans ce cas, ça doit être un parent qui s'occupe de tous ses enfants et de ne pas laisser certains. Si je regarde la famille de Louis-Gala, c'est une famille qui a été éprouvée depuis longtemps. Moi, je me rappelle, je lisais dans les nouvelles, dans les journaux, avec M. Louis Gara dans les années 2007, qu'il avait échappé, on voulait l'arrêter, il s'est enfui, puis après on a trouvé dans les journaux où on parlait qu'il était toujours en procès, et avant d'être tué, il avait gagné un procès contre la ville de Kigali, il avait gagné des millions. Mais après, il a été tué, et puis les enfants ont pleuré leur papa, mais on dirait que c'était pas bon de pleurer ses parents. Et ça, c'est très grave. Regarde, maintenant, on est, durant la commémoration du génocide, on est en train de pleurer les nôtres qui ont été tués par les assassins. Alors, imagine-toi, un enfant dont on vient de tuer le parent, puis il demande des comptes. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, tais-toi. Ça, c'est très grave. Est-ce que maintenant, il y a quelqu'un qui pourrait venir me dire, devant une mère qui a tué mes parents, me dit, tais-toi? Non, on m'encourage à en parler, à écrire des livres. On nous encourage. Mais pourquoi ce serait différent pour un autre enfant? Et là, je vais le dire, je n'ai pas de preuve. Quand on dit, vous ne savez pas que M. Louis Gara a été tué. Mais on pose la question, où est le chauffeur? Le chauffeur s'est enfui à la police. Et la police, elle a très bien dit que ce chauffeur-là avait peur et qu'il est traumatisé. Ça fait 6 ans. Si vraiment, la police n'a rien à se reprocher, où est le chauffeur? Donc, même quand il y a un homicide involontaire, il y a toujours une enquête et puis la personne est punie, peut-être pas autant que si c'était un homicide volontaire, mais ça, le chauffeur est toujours là. L'État ne l'a jamais montré. Est-ce qu'on devait empêcher Anne et Diane et puis la maman de Diane de pleurer? La personne, M. Louis Gala, non, parce qu'ils avaient besoin du soutien. Et puis je me rappelle très bien,
ce que les gens disaient quand on parlait vraiment de la guerre de cette famille. Il y a certaines personnes qui disaient c'est de leur faute, ils n'avaient qu'à se taire. Imagine-toi, on est en train de te dire c'est de ta faute, tais-toi. Mais pardon, il n'y a personne qui dit aux autres maintenant, quand ils sont en train de commémorer les lèvres, de se taire. Tout le monde est en train de parler. Donc, tout ce qu'on demande à l'État, en fait, c'est quoi? C'est vraiment de mettre un état de droit. Il y a des lois, il y a la constitution rwandaise. Personne ne devrait mourir. La peine de mort n'existe pas. Si quelqu'un a enfreint la loi et que tu veux lui donner vraiment une punition exemplaire, tu peux l'enfermer à perpétuité, mais tu ne le tues pas. Donc, ce que je pourrais demander maintenant, parce que le Rwandais, on a subi trop d'injustice, c'est vraiment que l'État soit comme un parent, comme il le dit, et que ce soit un parent pour tous les enfants du Rwanda. Donc, c'est vraiment ce que j'ai à dire. Et ça, je le demande aussi à tous les politiciens, à tous ceux qui veulent aussi prendre le pouvoir, parce que quand je regarde ce qui se passe à l'extérieur avec la violence qui est partout, ça ne me rassure pas. Voilà, merci. Merci Ariane pour ton intervention, très pertinente aussi. Tu lances un appel à ce gouvernement de se recadrer et puis de se repositionner par rapport à ses devoirs en face sa population. Une population qui, on le sait très bien, une population qui vit dans des injustices, dans l'oppression et dans la dictature depuis très 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 longtemps. Merci beaucoup pour ton intervention. Et je vais aussi demander à M. Ruhumuza d'intervenir par rapport à la question que j'avais posée. Ruhumuza, la parole est à toi. Oui, merci beaucoup Achille. Tout d'abord, par rapport au message que j'adresserai à Madame Adeline Rwigara, je voudrais personnellement, j'avais eu l'occasion d'écrire un article à l'époque où j'avais essayé de retracer toutes les persécutions qu'ils ont subies depuis l'assassinat de Assinapol Paul Rwigara, et je voudrais vraiment lui témoigner de mon admiration par rapport à son courage, sa persévérance et son audace. Vraiment, j'ai été très impressionné. Pour être quelqu'un qui est dans l'activisme depuis longtemps, qui parle souvent avec des personnes, je vois qu'il y a beaucoup de personnes au Rwanda qui subissent beaucoup d'injustices, des persécutions, et qui acceptent de souffrir en silence pour beaucoup de raisons. Parfois, je donne un exemple, encore une fille avec qui j'ai discuté la semaine passée, j'avais voulu que quelqu'un puisse faire un témoignage, elle me dit non, moi je dois me taire parce que j'ai peur qu'au Rwanda, on pourrait nous enlever nos biens. Donc là, c'était la peur d'être financièrement, voilà, on va 4 ans en Bolivie, donc c'est-à-dire les possibilités, ses parents sont indépendants au Rwanda, et donc elle disait, voilà, si jamais j'ose parler de notre douleur par rapport au gouvernement, on va simplement nous enlever toute possibilité économique, plus personne ne va pouvoir commander chez nous et mes parents vont se retrouver sans aucun sou. Parfois, il y a d'autres personnes qui ont peur qu'il y ait des répercussions sur leur famille, parfois il y a des personnes qui ont peur de perdre la liberté. Et depuis que Adeline Rwigara et sa famille ont commencé, je pense qu'ils ont subi toutes les formes de persécution presque possibles et imaginables qu'on peut imaginer au Rwanda. Celles qui sont visibles, comme l'emprisonnement injuste d'elle et de ses 2 filles, Anne et Diane, qui était la plus visible, mais aussi beaucoup de persécutions qui sont beaucoup plus invisibles et qui sont celles qui pèsent le plus peut-être sur les Rwandais parce que c'est dur de les dénoncer, comme par exemple tout d'un coup les autorités fiscales qui se ramènent en demandant des impôts disproportionnés qui ont que pour seul but de vous ruiner, la destruction de son hôtel, et malgré ça, ce ne sont que des exemples, je pense que quasiment tous les rouages de l'appareil étatique rwandais, il faut imaginer un État, donc que ce soit la police, les autorités fiscales, que ce soit les autorités politiques, il faut imaginer vraiment avoir tout un État qui est en train d'agir, au lieu de vous protéger, comme c'est censé être le rôle d'un État, est en train de vous persécuter dans toutes les formes possibles et imaginables de persécution. Et malgré tout, aujourd'hui, en 2021, comme on l'a vu il y a encore 2 semaines, Adeline Rwigara, malgré tout ce qu'elle a traversé, elle refuse de garder le silence et continue à parler. Elle a été endeuillée, elle a été triste, mais elle n'a pas été brisée, elle continue à parler. Et je voudrais vraiment lui dire que je trouve qu'elle a un courage extraordinaire. C'est vraiment ça que j'ai envie de lui dire. Et lui dire qu'elle est une inspiration vraiment pour beaucoup de Rwandais, pour tous ces Rwandais qui souffrent en silence et qui voudraient peut-être pouvoir parler, s'exprimer la tête haute. Elle est vraiment une inspiration qui peut encourager les Rwandais à arrêter de souffrir et à dire que
ça doit finir tôt ou tard. Donc c'est vraiment le message que je peux lui adresser, lui dire qu'elle n'est pas seule, que si jamais elle nous entend, que s'il y a quelque chose, malheureusement, on est très impuissant face à des appareils, face à un État qui est soutenu par les plus puissants du monde, qui lui aussi a énormément de moyens, des moyens qu'on n'imagine pas, et surtout qui met dans la répression. Mais vraiment, s'il y a la moindre chose qui est dans notre pouvoir, dans lequel elle aurait besoin de nous pour qu'on l'aide, que ce soit pour faire écho à sa voix, à son message, lui dire vraiment qu'on est là pour elle, et qu'on pense à elle, et que c'est vraiment une inspiration. Enfin, la deuxième question qui nous était posée, c'était par rapport à la communauté internationale, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Moi, le message que je voudrais adresser à la communauté internationale, c'est oui, on est très conscient que malheureusement que la politique internationale, c'est une politique qui est cynique, parce qu'en politique, il y a souvent la phrase qui dit qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Mais ce que je peux leur dire, c'est que s'ils veulent aller au Rwanda, vraiment, il est de votre intérêt on est très content que vous veniez au Rwanda, vous vouliez soutenir le Rwanda, mais s'il vous plaît, il faut soutenir le peuple rwandais et pas le régime rwandais. C'est pas dans votre intérêt de soutenir un régime qui est en train d'oppresser son peuple. Aujourd'hui, peut-être que vous y voyez votre intérêt, vous voyez que ça marche, vous êtes loué, mais tôt ou tard, ça peut se retourner contre vous. Et l'exemple que je peux donner, peut-être le plus éclairant, vu que c'est un exemple d'actualité, c'est l'exemple de la France. Vous avez vu récemment le fameux rapport du Clerc. Peut-être la France à l'époque, parce qu'ils ont décidé, ils soutenaient le régime Habyarimana, et au lieu de peut-être de regarder l'intérêt de tout ensemble, ils ont pris vraiment parti dans le conflit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que la France, elle est souillée. Les dirigeants français de l'époque, maintenant, ils se terrent, ils se cachent, ils s'excusent. La France, parfois, il y a des responsabilités qui sont épinglées à juste titre, mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de choses. La France, elle est calomniée, elle est traînée dans la boue, elle est obligée de s'excuser aujourd'hui, elle est obligée de donc vraiment la France, le pays, je parle dans son sens, que l'État français a été vraiment taché par rapport à son action au Rwanda, parce qu'au lieu de soutenir le peuple, ils ont soutenu le régime. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que malgré la commission de Duclerc qui vient de pointer certaines failles qui ont été faites par la France avant 1994, on dirait que Emmanuel Macron aujourd'hui, il est en train de faire exactement le même schéma, c'est-à-dire vouloir de nouveau revenir au Rwanda, plutôt que de soutenir la population rwandaise à avoir cette aspiration à la liberté, au bonheur, Kwisanzura, comme on dit au Rwanda, elle est en train de soutenir de nouveau aveuglement le régime de Paul Kagame en fermant les yeux sur les injustices. On n'a jamais entendu parler, bientôt il a une visite au Rwanda, mais on se pose la question si il va jamais évoquer la question des droits de l'homme. Est-ce qu'il va demander qu'il y ait une enquête par rapport à la mort de Kizito? Est-ce qu'il va demander où est-ce qu'ils ne sont battus? Tout cela m'étonnerait. Donc de nouveau, ils sont en train de faire exactement les mêmes erreurs, et peut-être Emmanuel Macron ne se rend pas compte, c'est parce que M. Mitterrand n'est plus là aujourd'hui, le président François Mitterrand, mais peut-être que dans 15 ans, 20 ans, quand les choses auront changé, Macron sera le premier à regretter. Il pourra peut-être même faire, tout comme d'anciens médias français subissent des pressions de pouvoir être traîné en justice, Emmanuel Macron, des gens lui poseront des questions. Donc je disais, vraiment ouvrez les yeux, apprenez du passé, arrêtez de soutenir le régime rwandais, soutenez le peuple rwandais, et ça c'est aussi votre intérêt. Enfin, par rapport au gouvernement rwandais, ce que je peux leur dire aussi, c'est moi, j'ai passé l'étape vraiment de les supplier, de leur demander non-humanité. Donc, je pense que le message que je voudrais dire, c'est regarder aussi votre intérêt à vous. C'est vrai que j'ai l'impression que quand on est du côté où on est tout puissant, où on oppresse, on a l'impression que peut-être que les choses ne se retourneront pas, que ça restera comme ça. Mais pensez également, il est dans votre intérêt vraiment que les choses puissent changer, qu'il est dans votre intérêt d'arrêter de persécuter les personnes. Je prendrai l'exemple vraiment qui s'est passé, on a peut-être pu le voir dans le printemps arabe. Vous voyez même Kadhafi, par exemple, je pense que jusqu'au bout, il était au lieu d'écouter les revendications du peuple, il a continué même jusqu'à la dernière minute à les traiter, vous êtes des rats, à vouloir les écraser, à penser tout puissant. Et je ne souhaite pas à Paul Kagame la mort comme celle aussi humiliante et terrible que celle de Kadhafi, mais ce que je dis simplement, c'est il faut prendre des précédents, et donc si ça continue comme ça, tôt ou tard, ça ne peut pas continuer indéfiniment à oppresser les gens, à oppresser des personnes innocentes, comme une rescapée d'une Palestine, comme Adine Kugara, une famille qui a déjà tant souffert. C'est la famille qui mérite le plus justice, et au contraire, au lieu de lui donner justice aujourd'hui, on continue les persécutions, etc. Donc je dirais vraiment au régime rwandais, c'est ouvrez les yeux, c'est vraiment dans votre intérêt d'avoir une autre approche, d'apaiser les choses, d'apporter une justice, parce que tôt ou tard, les choses, vous ne serez plus en contrôle, et à ce moment-là, il sera peut-être trop tard pour pouvoir revenir en arrière. Au moment où vous voudrez demander
le dialogue, où vous voudrez tendre l'oreille à ceux qui écoutent, ce sera beaucoup trop tard et ça risque de se terminer vraiment de manière violente pour vous. Et vraiment, pour éviter ça, soyez à l'écoute, essayez de changer de cap tant qu'il est encore temps. C'est vraiment le message que j'adresse au régime rwandais. Merci beaucoup, Ruhumuza, pour ton intervention, une intervention qui est aussi caractérisée par une forme de lancement d'alerte à la communauté internationale par rapport à ce que les Rwandais vivent en ce moment. Nous avons un ami et puis un membre de la gestion de Radio Itémé qui nous a fait part d'un certain commentaire disant que en Russie, oui, il y a une dictature, mais au moins en Russie, on voit des gens manifester. Qu'au Rwanda, en 27 ans, on a vu personne manifester. C'était un petit message qu'on m'a donné et puis qu'on m'a demandé de te transmettre à toi, Ruhumuza. Donc, nous dirigeons vers la fin de cette émission. Une émission qui avait pour objectif de mettre au clair ou de mettre la lumière sur les bavures et la dictature du FPR au Rwanda face aux Rwandais qui vivent au Rwanda et qui vivent à l'extérieur du Rwanda. Et on voulait aussi apporter notre soutien à Madame Adeline Rwigara, une grande dame qui n'a pas eu peur de dénoncer les injustices que l'ensemble des Rwandais vivent et qui n'a pas eu peur de ce régime qui a fait subir à sa famille des atrocités ou aussi des actions inhumaines en assassinant son conjoint, en protégeant l'assassin, le soi-disant assassin de son conjoint, et aussi en les mettant clairement dans une position d'exclusion sociale et d'exclusion économique au pays. Et donc, nous lui apportons notre soutien et nous dirigeons vers la fin de cette émission. Je vais demander à chacun de vous de prendre la parole pendant 1 ou 2 minutes et de donner un mot de la fin de cette émission. Je vais commencer par Ariane. En 1 ou 2 minutes, qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Je sais que tu as donné ton message, tu as donné ton message à Madame Adeline et puis tu as aussi fait un appel au gouvernement rwandais, mais si tu as quelque chose à rajouter, je te donnerai 1 ou 2 minutes pour le faire. Merci Ariane, la parole est à toi. Oui, merci Achille. Je te remercie encore de m'avoir invité dans cette émission et puis je remercie aussi aux gens à Ruhumuza Yvette avec qui on était ensemble. Ce que je peux dire encore à Madame Adeline, c'est vraiment de rester forte et puis je prends aussi cette occasion pour soutenir aussi des sympathies à toute la famille, à ses enfants, parce que tu sais, quand on voit une mère souffrir, c'est le pilier, Adeline c'est le pilier de la famille, donc les enfants souffrent aussi, donc aussi je les envoie ma sympathie, et puis j'envoie aussi à ses frères et sœurs, et donc à toute la famille, donc je suis avec eux dans les prières, et puis voilà, donc voilà, c'est ça, c'est ce que je peux dire pour Madame Adeline. Et puis pour le gouvernement rwandais, donc vraiment parce que cette émission, c'était pour juste parler de Madame Adeline et qu'est-ce qu'il est en train de vivre, c'est que vraiment on lui permette de se rappeler, d'être vraiment en communion avec les siens qui sont morts, sans vraiment qu'elle soit inquiétée pour ce qu'on va lui demander, et d'attendre pour après la commémoration du génocide. Donc après les 100 jours, et là on pourra la convoquer si on veut, puis lui demander des questions qu'on veut lui demander maintenant, mais vraiment attendre que la commémoration est finie, parce que c'est contre la loi en fait. Hein. C'est Libre l'a dit, il dit s'il y a des actions qui perturbent un rescapé du génocide, c'est punissable par la loi. Donc j'aimerais bien que ce qu'il nous demande de faire en tant que Rwandais, Rwandaises, qu'il le fasse aussi. Donc qu'il permette à cette maman de commémorer les signes en paix. Voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariane. Merci vraiment d'avoir répondu à notre appel.
Yvette Omuhire, la parole est à toi pour le dernier mot. Merci Achille, merci de nous avoir invités aujourd'hui pour cette émission. Merci également à Ariane et Loumouza. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Et alors, moi, je terminerai par un message avant de terminer par un message pour la famille Bugala, je voudrais adresser un message pour les Rwandais, plus particulièrement les Rwandais à l'intérieur du pays, parce que c'est vraiment de là que viendra le changement. Et je pense qu'on a des exemples, comme Madame Adeline, justement, qui montrent l'exemple. Et donc, vraiment, les Rwandais à l'intérieur du pays, vous êtes... La base du changement viendra de l'intérieur du pays et vraiment continuer à avoir le courage et la force de vous indigner, de vous battre et de dire tout haut ce qui ne va pas. Et c'est pas évident, c'est encore moins évident, je pense, et le dire, moi, ici à l'extérieur du pays, c'est encore moins crédible, mais vraiment, je pense que c'est à l'intérieur du pays qu'il faut faire les choses. Mais pour les Rwandais à l'extérieur du pays, soyons conscients de ce privilège que nous avons aussi d'être à l'extérieur du pays et de ne pas pouvoir être enfermés et de pouvoir justement dire et réclamer et surtout dénoncer les injustices à l'intérieur du pays. Donc vraiment, j'invite aussi toutes les personnes à l'extérieur du pays d'avoir vraiment ce courage d'oser dénoncer ce qui se passe et d'oser dénoncer les bavures du FPR. Alors, je terminerai par un message pour Madame Bugala, ses filles et toute la famille. Soyez forts, on est avec vous, on est en union de prière ensemble et vraiment beaucoup, beaucoup de courage en ces moments très, très difficiles. Merci beaucoup, Yvette, pour ce message assez fort à la famille Rwigara et aussi à ton message patriotique par rapport aux Rwandais et aux Rwandaises et au Rwanda. Ruhumuza, parole à toi pour le mot de la fin. Oui, merci Achille. Peut-être juste avant de dire le mot de la fin, je voudrais rebondir sur le message de cet auditeur de Radio ITM qui explique qu'en Russie, on a le droit de manifester. Effectivement, ça me permet de rebondir en appelant les Rwandais à cesser de relativiser ce qui se passe chez nous, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, dans d'autres pays, aux États-Unis, la police tue des gens, en Russie, en Russie, il y a aussi, c'est une dictature, ou en Chine. Mais je voudrais dire que vraiment, ce qui se passe au Rwanda, je pense que le degré de répression, je ne sais pas s'il y a un autre pays au monde dans lequel ça existe, ou dans lequel ça a déjà existé, parce que je pense non seulement au Rwanda, on dirait que je pense que c'est le degré de répression peut-être correspond vraiment au sens du mot régime totalitaire, vraiment, c'est-à-dire que chaque aspect de la vie des Rwandais à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays est vraiment contrôlé. Je peux donner peut-être des exemples qui m'arrivent personnellement, où je vois qu'il y a même des gens ici en Belgique qui ont peur, par exemple, de commenter sur WhatsApp avec moi en privé sur des sujets sensibles. Des personnes qui même me demandaient, par exemple, peut-être un exemple qui m'a le plus choqué, c'était une fille qui, quand elle a vu les attaques contre l'Euroac, membre de Jambo SBL qui avait été attaqué par le gouvernement rwandais, elle avait simplement voulu me demander le numéro de l'Euroac pour pouvoir lui témoigner, lui dire courage, et elle a dû passer par signal, alors qu'habituellement on passe sur WhatsApp. Même demander le numéro de l'Euroac en Belgique, elle doit aller sur signal. Enfin, je donne cet exemple qui peut paraître anodin, mais c'est pour vous dire le degré de peur qui peut exister, même auprès des personnes qui vivent à l'étranger. Et c'est pas le seul, je pense peut-être un autre exemple qui m'avait choqué, c'est que j'avais été à la messe, à une des messes en hommage à Tito Mihigo qui avait été organisée en Belgique. On s'est retrouvé à l'église, et il était interdit, en tout cas dans une des messes, de prendre des photos ou des vidéos. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui avaient peur qu'on puisse voir qu'elles sont venues rendre hommage à Kizito Mihigo en Belgique, en Wallonie. C'est un degré de peur qui existe et qu'il ne faut pas relativiser. Je ne sais pas si ça a déjà existé ailleurs. Donc c'est vraiment ça que je voulais souligner. Et je dis qu'on étouffe. Il est vraiment temps que ça change et qu'on arrête de relativiser, de croire que c'est normal, que c'est comme ça partout. Il faut vraiment qu'on se réveille et que ça change.
Enfin, peut-être le message que j'adresserai de nouveau, peut-être par rapport à Adeline Rwigara et au gouvernement rwandais, je voudrais embrayer dans ce que Ariane a dit, vraiment de demander au gouvernement de foutre la paix, de laisser cette famille en paix, de laisser la famille tranquille. Et peut-être, j'irais même au-delà, plutôt que de leur demander d'attendre la fin des 100 jours de commémoration, une période dans laquelle il n'y a pas longtemps, elle se souvenait encore de son mari assassiné et actuellement elle est en train de se souvenir de ses proches qui ont été tués pendant le génocide des Tutsis en 94 au Rwanda, plutôt que d'attendre simplement la fin de la période des commémorations, je dirais simplement qu'il est temps peut-être de laisser cette famille tranquille. Cette famille a assez souffert. Il est vraiment temps peut-être de montrer le petit once d'humanisme, ou nous, comme je dirais, qui resterait dans le chef du gouvernement et de laisser la famille tranquille. Parce que la famille n'a plus besoin d'être persécutée. Au contraire, elle a besoin d'être consolée. Elle a besoin de se voir établie dans ses droits, dans tout ce qui peut encore rester. Et donc, j'envoie encore toutes mes sympathies et je témoigne encore toute mon admiration à Adeline Rwigara, à ses enfants et à toute la famille en général, qui est une famille qui fait preuve d'un courage exceptionnel. Je pense qu'à l'échelle du Rwanda, on a rarement vu autant de membres d'une famille qui montrent vraiment un tel courage. C'est vraiment impressionnant et je leur tire mon chapeau tout simplement. Ils sont une inspiration. Merci beaucoup, Ruhumuza, pour ton intervention. Effectivement, tu parles de la famille Rwigara. C'est une famille exemplaire par rapport à la lutte contre la dictature. C'est une famille qui a démontré ou qui nous a montré une force incroyable. Ils ont été très unis dans cette souffrance, que ce soit ceux qui sont au Rwanda à ce moment ou ceux qui sont à l'extérieur. C'est des gens qui ont été très unis face à la dictature du FPR et je dirais que c'est vraiment une famille modèle pour l'ensemble de la communauté rwandaise. Et si nous tous, nous pourrions avoir ce courage, peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes, et puis sans comparer les différents courages que nous avons, mais si l'ensemble des Rwandais pourraient avoir le courage que cette famille a démontré, je pense que les choses changeraient parce qu'on pourrait exercer un rapport de force par rapport au FPR qui est plus important et puis qui est plus conséquent. Je voudrais aussi, de ma part, je voudrais clairement dire que le FPR a échoué. Le FPR a échoué dans sa quête du pouvoir et puis dans sa politique de maintien au pouvoir. Au lieu de proposer à l'ensemble de la communauté rwandaise des projets de société, un projet de société viable, un projet de société inclusif de tous les Rwandais, parce que nous sommes tous des Rwandais, nous sommes des citoyens et citoyennes rwandaises. Le pays est à nous. Le Rwanda, c'est notre pays. Le Rwanda, ce n'est pas une terre qui appartient au FPR, mais au lieu justement de mettre en place des politiques inclusives de l'ensemble de la communauté rwandaise, le FPR a décidé de gouverner le Rwanda par la terreur, par des tueries et par la manipulation de l'information et surtout par l'instrumentalisation des femmes. Pour rappel, les seules femmes on a eu 2 femmes qui ont osé s'opposer au régime de Kagame et qui ont posé leur candidature en tant que elles briguaient la présidentielle au Rwanda. Je parle de Madame Ingabire Victoire Umuhoza et de Diane Rwigara, la fille justement de Adeline Rwigara. Elles ont été emprisonnées pour le simple fait d'avoir brigué la présidentielle au Rwanda. Et en ce moment, ce qu'on voit, c'est que au Rwanda, justement, il y a beaucoup de femmes qui lèvent le ton, puis qui parlent et qui n'ont pas peur de dénoncer ces bavures et puis ces injustices que vivent l'ensemble des Rwandais. Et ce sont des femmes qui sont très courageuses et j'inscris Mme Adeline Rwigara dans ce schéma. Des femmes courageuses et des femmes qui tiennent leur bout et qui fonctionnent selon leurs principes. Et donc, beaucoup d'admiration pour elle et nous lui lançons des ondes positives et nous l'encourageons beaucoup par rapport à la situation à laquelle elle fait face en ce moment. Une situation qui est
qui est caractérisé par un triple deuil. Le deuil d'avoir perdu certains membres de sa famille durant le génocide qui a été commis contre les Tutsis, un deuil de vivre dans un pays où le régime est responsable, est directement responsable de l'assassinat de son conjoint, M. Assinapol Rwigara, mais un troisième deuil aussi, où au moment où il devait être apaisé, un moment où il devait se ressourcer et puis bâtir ou se forger une certaine résilience par rapport à toutes ces bavures, on la convoque encore pour rien, sans dire pourquoi. Et puis le moment est très bien choisi, et c'est pour ça que, je ne veux pas cesser de le dire, le FPR a échoué dans sa stratégie de maintien au pouvoir, parce que nous n'avons plus un projet de société viable, crédible, où nous n'avons plus confiance à ce régime-là. Et la communauté internationale devrait écouter la population rwandaise et faire ce qu'elle devait faire, parce que nous savons très bien que ce régime est en place grâce à l'aide et au soutien de certains pays de la communauté internationale. Et donc, en mettant en place des stratégies de pression contre ce régime, nous sommes persuadés et certains qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient. Donc, je vais terminer en remerciant du fond du cœur Ariane Clarisse Mukundene Kaisire d'avoir répondu à notre invitation. Yvette Mouhile, merci beaucoup. Et Ruhumuza, merci beaucoup aussi d'avoir pris ce temps pour répondre à l'invitation de Radio Itémé, de la Radio Itémé par rapport à cette émission spéciale qui avait pour but de lancer une alerte par rapport à nos préoccupations, des préoccupations assez sérieuses sur la vie de Madame Adeline Rwigara, qui est en ce moment au Rwanda, qui a été convoquée à 2 reprises par le Rwandan Investigation Bureau, une institution d'oppression mise en place par le gouvernement rwandais. Donc, merci beaucoup à vous et j'espère que ce n'est pas la dernière fois et que très, très, très bientôt, nous aurons l'occasion aussi de nous réunir et puis de discuter encore sur d'autres enjeux concernant la situation sociopolitique au Rwanda. Merci beaucoup. Studio, merci aussi de nous avoir soutenus. Sans vous, on n'aurait pas pu faire cette émission. Et donc, on vous remercie du fond du cœur. Et merci. Bonne journée. Je suis né dans un petit pays, non loin de l'équateur. Je suis né dans un petit royaume, sans accès à la mer. Mais malgré qu'il soit petit, les gens y sont nombreux. Oh, tu es au paradis, et Dieu m'a choisi. Chez moi, le temps est toujours beau, il n'y a pas d'orage. Il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, tout fleurit, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. Oh, joli homme, tu es au paradis, et Dieu m'a choisi. Quand j'étais petite, je gardais les troupeaux. Et comme j'étais unique à la maison, je m'isolais souvent au pâturage. J'écoutais les chansons des oiseaux et le vent souffler
et la nature me souriait partout. Oh, jolie dame, tu es le paradis et Dieu m'a choisi. Quand je contemplais l'univers, jonché de mystère, et que je vois les merveilles de l'époque où je vis, je remercie le bon Dieu qui m'a donné la vie, l'ouïe, le goût pour tous ces vies. Oh, jolie dame, tu es le paradis et Dieu m'a choisi. Si je pouvais voyager dans le monde entier, j'aurais de quoi critiquer, de quoi apprécier, et mes connaissances seraient élargies, et les ma soif n'est jamais exclusive. Oh, jolie dame, tu es